Rebonjour, c'est toujours Ahlam Berkani avec vous. Nous allons continuer à parler sur les généralités dans notre cours Initiation à la programmation. Si vous n'avez pas encore regardé la première vidéo, je vous invite à le faire. Vous allez trouver le lien de la vidéo dans la description. Et sans trop tarder, on va continuer ce qu'on a commencé. On ne va pas s'attarder plus sur l'aspect hardware des ordinateurs parce que ce n'est pas l'objectif de notre cours. Dans ce cours, nous allons plutôt nous intéresser sur l'aspect logiciel des ordinateurs parce que nous allons apprendre à programmer. Après cette introduction générale, je pense que vous avez les acquis nécessaires pour pouvoir suivre avec moi le reste du cours. Sans trop s'attarder, nous allons découvrir qu'est-ce qu'un programme. Si vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de la définition de l'ordinateur, nous avons évoqué le terme programme en le définissant comme étant un ensemble d'instructions élémentaires ou bien d'opérations élémentaires. Donc, on peut définir le programme comme étant un assemblage et un enchaînement d'instructions élémentaires. Un programme est obligatoirement écrit en utilisant un langage de programmation. Lorsqu'on parle d'un ensemble ou un enchaînement d'instructions élémentaires qui ne sont pas écrits avec un langage de programmation, nous sommes dans ce cas-là en train de parler de ce qu'on appelle un algorithme. C'est ce que nous allons découvrir par la suite. Mais lorsqu'on parle d'un programme, on doit obligatoirement choisir un langage de programmation et écrire notre programme avec ce langage. C'est ce que vous devez garder dans l'esprit et c'est ce qui fait la différence entre un programme et un algorithme. Une autre particularité ou caractéristique d'un programme, c'est qu'il est exécuté par un ordinateur afin de traiter les données d'un problème. C'est-à-dire qu'un programme est initialement écrit pour être à la fin exécuté par un ordinateur. Bien sûr, on écrit un programme pour traiter et trouver des solutions à un problème donné. Bien sûr, après avoir exécuté le programme par l'ordinateur, il va nous renvoyer un ou plusieurs résultats qui vont résoudre le problème que nous avons traité en écrivant le programme. Nous avons dit que parmi les propriétés d'un programme, c'est qu'il est écrit dans un langage de programmation. Mais en fait, c'est quoi un langage de programmation? Alors, selon Wikipédia, un langage de programmation est défini comme étant une notation conventionnelle destinée à formuler des algorithmes et produire des programmes informatiques qui les appliquent. D'une manière similaire à une langue naturelle, un langage de programmation est composé d'un alphabet, d'un vocabulaire, de règles de grammaire et de signification. Donc on peut comprendre qu'un langage de programmation, c'est similaire à une langue qu'on parle. Donc c'est une langue qu'on utilise pour pouvoir communiquer avec un ordinateur. Et comme une langue qu'on parle, un langage de programmation possède son propre alphabet, son propre vocabulaire, ses règles et ses significations. C'est ce qu'on appelle dans les langages la syntaxe. Vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi on fait appel à des langages de programmation pour pouvoir communiquer avec un ordinateur? La réponse est assez simple. L'ordinateur, c'est une machine électronique. Elle ne comprend que deux états, 0 et 1. C'est ce qu'on appelle des états binaires. Donc, pour pouvoir communiquer directement avec un ordinateur, on serait obligé d'utiliser un langage binaire et écrire des instructions rien qu'avec des 0 et des 1. Donc, imaginez avec moi la situation. C'est pour cette raison on a créé des langages de programmation pour faciliter un petit peu la communication avec les ordinateurs et la rendre possible avec une large catégorie de personnes qui sont les développeurs bien sûr. Ainsi, on peut considérer les langages de programmation comme étant des traducteurs qui vont permettre aux développeurs de communiquer d'une manière plus simpliste avec des ordinateurs. Il existe plusieurs langages de programmation qui sont classés dans 4 niveaux selon le degré d'abstraction du matériel qu'ils font vis-à-vis le développeur. Quoique, en final, tous les langages utilisés finissent par transformer leur code en binaire pour pouvoir communiquer directement avec l'ordinateur. Dans le plus bas niveau, on trouve le langage machine qu'on appelle aussi langage de première génération. C'est un langage dont les instructions sont écrites en binaire.
on n'y trouve que des 0 et des 1, et c'est le seul langage qui peut être exécuté directement par l'ordinateur. C'est le seul langage que comprend l'ordinateur. Et d'ailleurs, on trouve pour chaque microprocesseur son propre langage machine. Il faut noter aussi que le langage machine est très difficile à manipuler par les êtres humains. Dans le deuxième niveau, on trouve le langage assembleur qui est appelé aussi langage de deuxième génération. Ce langage est aussi proche de la machine, il est très proche du langage machine. En fait, dans le langage assembleur, on remplace les instructions écrites en binaire dans le langage machine par des mots-clés dans le langage assembleur. Pour ce niveau aussi, on trouve pour chaque microprocesseur un langage assembleur dédié, et il faut aussi signaler que le langage assembleur est aussi difficile à manipuler par les êtres humains. Pour passer du langage assembleur au langage machine, on fait ce qu'on appelle l'opération d'assemblage. On arrive maintenant au troisième niveau. Dans ce troisième niveau, on trouve les langages dits de haut niveau ou de troisième génération. Ici, on commence à s'éloigner du langage machine et à s'approcher encore plus du langage humain. Donc, dans ce niveau-là, on trouve des langages dont la syntaxe est à peu près proche du langage humain et facile à manipuler par les développeurs. Et puisqu'on s'éloigne de la machine, donc, les langages de haut niveau sont génériques et on ne trouve pas un langage pour chaque microprocesseur. Et pour passer du langage de haut niveau vers le langage assembleur, on fait ce qu'on appelle la compilation. Dans le quatrième et dernier niveau, on trouve ce qu'on appelle les langages de quatrième génération. Ces langages sont de plus en plus proches du langage humain, plus proches que les langages de haut niveau, mais ils sont dédiés pour résoudre des problèmes spécifiques ou des champs d'utilisation bien déterminés, comme par exemple l'accès aux bases de données. C'est ce qui fait la différence entre les langages de quatrième génération et les langages de haut niveau qui sont, si on veut dire, plus polyvalents et plus génériques. On arrive maintenant à la dernière partie de ce premier cours, là où on va parler sur les étapes de programmation et l'analyse descendante. Pour écrire un programme, on doit en fait passer par un ensemble de phases. La première étape consiste à établir un cahier de charges et bien définir le problème posé. La seconde phase, c'est l'analyse du problème, c'est-à-dire comment décomposer le problème de base en sous-problèmes plus ou moins indépendants et plus simples à résoudre, pour faciliter par la suite la rédaction du programme. Dans la troisième phase, on effectue un choix des structures de données que nous allons manipuler pour représenter les objets ou les données du problème. Ensuite, dans la quatrième phase, on doit écrire un algorithme ou les différents algorithmes qui vont nous aider à résoudre chacun des sous-problèmes issus du grand problème initial. Vient après la phase de codage des algorithmes, c'est-à-dire la création des programmes tout en choisissant un langage de programmation donné et rédiger les programmes. Une fois les programmes écrits, il ne reste rien que la phase des tests et bien sûr apporter les corrections nécessaires. Une fois cette phase terminée, on peut valider le produit auprès des utilisateurs finaux. Les étapes de programmation peuvent être résumées dans ce dessin. Donc on commence toujours par établir ou définir le problème. Ensuite on passe à la phase d'analyse, c'est-à-dire la décomposition du grand problème en sous-problèmes faciles à résoudre. C'est ce qu'on appelle dans la programmation l'analyse descendante. Ensuite on écrit l'algorithme, on fait un choix du langage, on passe à la phase du codage, et on écrit ce qu'on appelle le code source. Ensuite on fait la compilation pour compiler pour transformer le code écrit en langage qui est proche du langage humain vers le langage assembleur. Ensuite, on transforme ce langage en assembleur en langage binaire par
qu'on appelle l'assemblage. Ensuite, on exécute le programme pardon, sur l'ordinateur pour avoir finalement les résultats. Alors, on parle souvent d'analyse descendante dans la programmation. C'est qu'en fait, c'est tout simplement le fait de décomposer une action complexe en sous-actions moins complexes. Dans notre cas, lorsqu'on a un grand problème, on va le diviser en sous-problèmes pour trouver des solutions plus simples qui vont nous aider par la suite à établir l'algorithme et le transformer en programme. Donc, quand est-ce qu'on s'arrête de décomposer cette décomposition? Quand est-ce qu'on va l'arrêter? Parce qu'à chaque fois, on va diviser en sous-programmes et on divise ces sous-programmes en sous-sous-programmes, ainsi de suite. Donc, quand est-ce qu'on va s'arrêter? On va s'arrêter dans deux cas. Soit lorsqu'on arrive à des actions suffisamment simples, et on va découvrir par la suite dans les prochains cours quelles sont ces actions simples, soit dans le deuxième cas, lorsque l'action qui va être faite est déjà connue et déjà faite. Dans ces deux cas-là, on s'arrête. Cette première partie du cours touche sa fin. Je vous invite alors à regarder le prochain cours, là où on va introduire l'algorithmique. Je vous souhaite très bon courage et au prochain cours.